Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. En débutant, on souhaite, avec l'équipe de Condo Légal et de la Web Radio, vous souhaiter une très belle année 2025. Beaucoup de bonheur, beaucoup de défis qui seront réalisés dans votre année. Mais ce soir, on commence avec un sujet qui est quand même costaud et qui va nous amener à parler de la performance énergétique des copropriétés, donc des copropriétés des bâtiments. Mon nom est Valérie Couture de Condo Stratégiste et j'ai l'honneur d'animer les web radios de Condo Légal. Donc, ce soir, mes invités, on a avec nous Christelle Gattaz. Christelle qui est enseignante et formatrice en droit et en gestion immobilière en France et notamment à l'école l'ESPI. Donc, c'est l'école supérieure des professions immobilières. Donc, Christelle est avec nous. Merci d'être avec nous, Christelle. Bonsoir. Bonsoir. Et Maître Jolicoeur, qui est avec nous aussi, alors que tout le monde connaît, avocat émérite en copropriété et associé chez Dunton Rainville. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, Mme Couture. Donc, ce soir, notre commanditaire de la soirée, comme je l'explique toujours, le commanditaire aide à financer les coûts pour les réalisations des web radios et tout ça. Donc, c'est l'ESPI qui est avec nous ce soir, qui est le commanditaire de la soirée. On a aussi comme partenaire, comme toujours, le RGCQ. Donc, notre partenaire RGCQ, on vous invite, chers copropriétaires et ou administrateurs, à devenir membre pour avoir accès à des formations, des documentations différentes et tout. Alors, merci au RGCQ avec l'ANSNI qui nous aide au support technologique. Donc, si je ne m'abuse, on débute maintenant. Donc, le dossier de ce soir, la performance énergétique, c'est sûr qu'avec les changements climatiques qu'on vit, on l'a vu depuis quelques années avec les pluies torrentielles à Montréal, pour ne parler que de notre coin pays, qui sont des éléments, des événements qui sont imprévus, qu'on ne pouvait pas planifier et qui causent de grands dommages. On a eu en 2023, on en a eu un le 9 août dernier, 2024. On a, qui est d'actualité, les gros feux majeurs à Los Angeles. Donc, on touche à les bâtiments qui dégagent, donc les gaz à effet de serre. Donc, on a Christelle avec nous ce soir parce que au Québec, on a débuté de façon beaucoup plus gênée, mais en France, la France a été quand même très agressive. Christelle, je vous laisse peut-être et Maître Jolicoeur prendre déjà la parole pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe entre la France et le Québec. L'idée est la même, mais l'énergie, le mot est bien choisi, l'énergie à mettre en place des nouvelles choses est différente. Alors, je ne sais pas, Maître Jolicoeur, voulez-vous commencer avant qu'on cède la parole? Peut-être mettre les choses en perspective. Mme Gattaz, qui est avec nous ce soir, est une grande spécialiste de la copropriété en France. Elle est enseignante actuellement au campus de Montréal de l'École supérieure des professions immobilières, disons un campus. C'est une des grandes écoles, cela étant dit, de SPI en France, tout ce qui est formation dans le monde de l'immobilier. Ils ont beaucoup de jeunes, ceux qui vont faire le futur de la France et qui, dans le fond, se réfléchissent sur les questions environnementales, mais également sur l'immobilier. Et on a un geste qui est en train de se faire en termes dans le monde occidental, un geste important, c'est de réduire les gaz à effet de serre. En fait, Montréal se veut une ville qui va être, qui ne produira plus de gaz à effet de serre. Ils ont passé un règlement, on en parlera durant la formation, mais cette réflexion du côté européen, puis c'est ce que Mme Gattaz va nous expliquer, elle se fait depuis longtemps pour différentes considérations, une considération écologique dans un premier temps, une considération de nature économique. Le coût de l'énergie en France est nettement plus important que ce que nous, on consomme ici au Québec. Et ça devient un enjeu écologique et un enjeu économique. Bon, nous, au Québec, on le sait, on veut que en 2035, il n'y ait plus de voitures à énergie fossile. Montréal a interdit la consommation de mazout. On interdit aussi les foyers au bois dans les grandes villes. On essaie, dans le fond, de poser des gestes. Euh,
qui sont dans le fond des gestes positifs en termes environnementaux, mais ce sont des gestes qui également ont des conséquences en termes économiques, parce qu'on est en train de faire un virage. Alors ce soir, la chance d'avoir Mme Gattaz avec nous, c'est de nous parler, Valérie, de justement qu'est-ce qui se fait du côté français, mais également européen. C'est important, on en parler dans quelques instants. Mais également, on se demande, mais pourquoi on fait tout ça? Alors, on sait que la charge des administrateurs au Québec, elle est de plus en plus lourde. Pensons au projet de loi 16 qui oblige maintenant, qui va obliger dans un avenir prochain des études de fonds de croyance, des cas d'entretien et des travaux, et des grands travaux qui s'en viennent. Et là, on est en train de mettre une couche additionnelle, on va le voir avec le projet de loi 41, une couche additionnelle aux administrateurs, dans le fond, de colliger l'information sur la consommation énergétique des bâtiments. Et Montréal, déjà, a un règlement dans ce sens-là. Alors, ce soir, on va justement décortiquer ces éléments-là, mais c'est d'accord, Valérie, on va commencer à donner la parole à Mme Gattaz pour Oui. mettre les choses en perspective. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Europe et notamment en France? Quel est le cadre législatif et c'est quoi l'impact sur le quotidien des Français, ces mesures législatives sur la performance énergétique de tout type de bâtiment, mais notamment, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le logis collectif en copropriété. Très bien, je vous À Christelle, je remercie. vous donne la parole. Oui. Je vous remercie beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, il est évident que voilà, les considérations écologiques, vous imaginez, il n'y a pas chez nous aussi, ça intéresse. Et donc, à l'échelle de l'Union européenne, alors je fais bref parce que ça pourrait être très long, mais on a commencé les directives européennes vraiment pour essayer de réduire l'empreinte énergétique des bâtiments. Ça a commencé en 2006, mais la dernière directive performance énergétique que nous avons, elle date du 14 mars 2023, donc relativement récente, qui a mis effectivement, comme vous l'avez dit, en place des objectifs très ambitieux, notamment une décarbonisation du parc d'habitation en 2050. Donc on se dit peut-être 2050 c'est loin, mais finalement quand on voit la masse de travaux que ça va nécessiter, c'est demain. Donc ça on pourra en reparler. 2035, interdiction du chauffage à combustible. Donc on sait qu'en Europe c'est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc voilà, ça va être aussi problématique. Alors c'est vrai qu'à l'échelle de l'Union européenne, on parle d'environ 40 millions de logements, donc à peu près 50% du parc résidentiel qui serait considéré, qui serait touché par ces nécessités de travaux importants. Donc voilà. Les principes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, mais rapidement, on peut voir que cette directive européenne, pour après voir en France ce qui a été mis en place. Donc, comme je vous disais, c'est par exemple d'essayer d'avoir des normes qui soient cohérentes, communes entre les pays de l'Union européenne vis-à-vis du DPE, parce qu'on en parlera tout à l'heure du DPE. Vous savez, ça va de A à G, et le problème, c'est qu'actuellement, chaque pays de l'Union européenne a son propre DPE, donc c'est un petit peu compliqué. Donc déjà, on va essayer de partir sur un cadre commun. Et puis surtout, comme on va le voir en France avec les restrictions qu'on va pouvoir mettre en place, eh bien, c'est de forcer chaque pays à augmenter de manière très rapide l'ampleur de la rénovation énergétique des bâtiments, avec par exemple l'obligation, encore à l'échelle européenne, pour les bâtiments résidentiels d'être en lettre D en 2033. Ça, je trouve que c'est très très ambitieux, parce que faut savoir qu'on va on verra tout à l'heure qu'en France, par exemple, on a encore 15% de notre parc qui est en F ou G. D'accord, donc se dire qu'en 2033, c'est-à-dire dans moins de 10 ans, on devra tous à l'échelle de l'Union européenne être en D. Bon, après, je laisserai chacun penser ce qu'il en veut, mais voilà. Christelle, Christelle, donne-moi 2 secondes, juste pour nos auditeurs. Quand Christelle parle des classes F ou G, on parle d'un F qui est très peu performant comme bâtiment et le G est extrêmement peu performant. Donc, c'est les 2 dernières classes les plus bas. Et on pourrait mettre à l'écran immédiatement, il y a Laurence Boivin, qui est une jeune étudiante en droit au sein du cabinet d'Anthony Réville, que d'ailleurs je salue, nous a préparé et vérifié par
Madame Gattaz, un peu à quoi ressemblent ces cotations. Alors peut-être, Christelle, si vous me permettez, commenter justement le tableau qu'on a ici à l'écran là, Mhm. pour que notre auditoire comprenne un peu mieux là, ce qu'il en est. Alors, très rapidement, le DPE, il faut savoir que c'est un diagnostic de performance énergétique qui permet d'auditer les logements sur 2 facteurs. Un, la performance énergétique, c'est-à-dire la consommation d'énergie primaire que le logement va utiliser. Et ensuite, la création de gaz à effet de serre de ce logement. Et donc, en fonction de ces 2 éléments, on va prendre en considération tout un tas d'éléments dont je vous fais cas, mais l'isolation, voilà, la consommation d'énergie, tout ça. Et on va donc classer ces logements entre A et G. On dit qu'en France, F et G, on est sur de la passoire énergétique. C'est le vocabulaire qu'on utilise. Et on verra tout à l'heure d'ailleurs qu'on sanctionne déjà très lourdement aujourd'hui ces passoires énergétiques. Donc voilà, quand je disais qu'il fallait atteindre E, on voit vraiment qu'on va devoir faire des travaux suffisamment important dans tous les logements, et en plus, il n'y a pas que les logements, il y a aussi les bâtiments de bureaux et de commerce, accessoirement, mais pour passer de, par exemple, plus de 420 kWh par mètre carré par an à 250 à 300 kWh par mètre carré par an. Donc, et puis pour la consommation, on voit que si on est en G, on est à plus de 100 kg de production de CO2 par mètre carré par an. Et par exemple, si on reste sur notre échelle européenne, là en 2033, il faudrait que tous les logements arrivent à moins de 50, donc divisé par 2, la production de CO2 par mètre carré par an. Donc ce qui est vraiment excessivement ambitieux, vraiment. Quand on voit les coûts et les difficultés, on va certainement en parler après, mais de mettre en place ces travaux, aussi bien en termes de prise de décision par les copropriétaires que de financement, comme vous l'avez dit. C'est le nerf de la guerre, mais c'est vrai que c'est vraiment un vrai problème. Donc, juste de petits mots peut-être sur le parc français pour comprendre un petit peu pourquoi cette directive européenne, elle est aussi importante pour la France. 9,7 millions, ce chiffre est très connu, de logements copropriétés, à peu près 30% du parc résidentiel. Et on a, comme je vous disais tout à l'heure, 15% de ce patrimoine en copropriété qui est classé F ou G, vous voyez, donc dans les 2 dernières lettres de classement. Donc, ça fait à peu près 1,5 million de logements qui sont des passoires énergétiques, comme je vous le disais. Donc, c'est vrai que à l'échelle de la France, c'est une évidence de devoir, alors je ne sais pas si la méthode a été la bonne, mais de devoir légiférer de manière agressive pour contraindre. Alors, encore une fois, je ne suis pas sûre qu'on y arrive, mais d'essayer de contraindre les copropriétaires et puis même les propriétaires de monopropriété de réaliser des travaux pour essayer de rentrer dans les clous imposés par l'Union européenne. On a peut-être d'autres diapositives qu'on pourrait présenter sur les conséquences, justement, je ne sais pas si on pourrait avancer là. Alors, peut-être, Christelle, peut-être que commenter justement ce tableau qui est à l'écran là. Alors, effectivement, la loi climat et résilience, 24 août 2022. Alors, on a eu, et je vous en fais grâce, une suite de lois. Il n'y a pas que la loi climat et résilience, mais c'est vrai que c'est celle qui parle le plus, puisque quand on parlait tout à l'heure de réglementation agressive et contraignante, c'est à celle-là qu'on pense. Donc, dans les mesures qui ont beaucoup touché au cœur, on va dire, et au portefeuille, les Français, Oui. Notamment les bailleurs, on a l'interdiction de mise en location purement et simplement. Alors peut-être avant, on sait que depuis 2022, les logements F et G, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les passoires énergétiques, on ne peut plus augmenter le loyer, parce qu'en France, on a le droit d'augmenter le loyer chaque année. Mais ce n'est plus possible pour les propriétaires de passoires énergétiques, déjà. Donc là, ça les limite là-dessus. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave étant que petit à petit, on va interdire
bonnement la mise en location des logements. Donc les G+, ceux qui étaient vraiment, vraiment très, très bas dans le classement, c'est depuis 2023 que c'est plus possible. 2025, on y est, c'est tous les logements, donc depuis 15 jours, tous les logements classés G, d'accord. Et puis, on continue avec F, tous les logements qui sont F, on ne pourra plus les louer en 2028, et ensuite, les logements E en 2034. Donc, voilà, on serre vraiment la vis pour forcer les bailleurs, et on va voir nécessairement les copropriétaires, puisqu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de logements en France qui sont en copropriété, eh bien, à réaliser des travaux pour baisser ces notes ou améliorer plutôt ces notes de DPE. Merci, Ce qui est, Christelle. ce qui est intéressant, Valérie, si vous me permettez, c'est que Oui, comme avocat, il faut savoir que le droit de louer fait partie de façon intrinsèque du droit de propriété. Alors donc, on est en train, par cette mesure législative, de modifier ce droit absolu de propriété en ne pouvant pas permettre la location. Et pour ceux qui ont la chance d'aller en France, ce que je fais quand même assez souvent, lorsque vous êtes devant une vitrine d'un syndic, c'est-à-dire les gens qui font notamment la mise en marché des appartements, ils doivent, dans la fiche de l'appartement, annoncer la cote. Alors, lorsque vous êtes devant une vitrine, que ce soit à Paris ou à Toulouse, on voit immédiatement la cote de l'appartement. Et donc, également, l'autre élément qui pénalise, c'est cette capacité de ne pas pouvoir librement disposer de son bien lorsqu'on est dans des cotes peu performantes. Je vous en parle ce soir parce que tout ce qu'on est en train de discuter, ça s'en vient au Québec tranquillement, mais sûrement, on va glisser vers des mesures législatives de ce type-là. Et en fait, je voulais juste rajouter, si vous me permettez, en France, en fait, on a une notion qui est l'indécence. Et quand un logement est classé indécent, alors il y a une multitude de facteurs pour que le logement soit. Eh bien, la loi a même inséré dans le décret qui définit ce qu'est un logement indécent les critères du DPE. Voyez. Donc maintenant, par exemple, aujourd'hui, un logement qui est G, il est considéré comme indécent. Donc, il est soustrait au marché de la location. Ce n'est plus possible de le louer. Donc voilà, on voit vraiment que c'est quelque chose de très important et qui pose des vrais problèmes à nos amis bailleurs. tout à fait. Merci, Christelle, d'avoir fait un résumé sur la loi climat et résilience en France. Maître Jolicoeur, vous venez de le mettre sur la table. Au Québec, beaucoup plus, comment je dirais, avec de petits souliers. On arrive avec le projet de loi 41. Je vous laisserai le présenter, Maître Jolicoeur, parce que chez nous, ça va toucher les syndicats de copropriété, les copropriétaires, et aussi nos chers administrateurs qui vont avoir des petits devoirs à faire là-dedans. On est actuellement dans une législation qui passe en dessous du radar. Qu'on se comprenne bien, là, si on ne faisait pas une émission comme celle de ce soir, si on ne parlait pas sur le site Condo Légal, je ne suis pas sûr qu'on verrait l'iceberg se diriger tranquillement vers le navire, parce que c'est exactement ce qui s'en vient. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi 41, loi sur la performance environnementale des bâtiments. L'objectif annoncé dans les notes sur le projet de loi, c'est améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Tous les bâtiments aux fins d'habitation sont visés. Bon. Alors, je pense qu'avant de commencer à décliner la loi, il faut peut-être, parce qu'on a un auditoire ce soir qui est des deux côtés de l'océan Atlantique, on a actuellement des Français qui nous écoutent, donc qui vont écouter cette émission en disant, ben, écoutez, l'Amérique, c'est le pays de l'énergie, le Québec, c'est les grands espaces, le Québec, c'est les barrages. Ils ont de l'énergie qui leur sort entre les mains. Elle coûte peu cher, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais le coût de l'énergie au Québec, c'est une fraction de ce que le Français paie. Oui. Alors évidemment, en raison de cette réalité d'avoir une société d'État qui s'appelle Hydro-Québec et qui est la propriété de l'État,
et qui est limité pour des fins manifestement politiques dans ses accroissements d'augmentation des coûts de l'hydroélectricité, on ne la paye pas cher, l'électricité au Québec. On ne la paye pas cher. Donc, lorsqu'on paye de l'énergie pas cher, on n'a pas tout à fait le même sentiment de vouloir l'économiser. On va prendre une douche qui va durer plus longtemps à Montréal que peut-être à Paris lorsqu'on sait ce qu'il en coûte de prendre sa douche. Bon. Alors, donc, la sensibilité des Québécois n'est pas très grande, mais il faut comprendre que le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Hydro-Québec, lorsqu'il vend de l'énergie aux Québécois, manifestement, il la vend beaucoup moins cher que lorsqu'on la vend au pays de l'oncle Sam. Effectivement, économiquement parlant, il y a un intérêt pour le gouvernement du Québec à ce que la consommation énergétique de nos bâtiments se réduise en termes purement économiques. Et également, ben, c'est pour éviter qu'on ait à construire de nouveaux barrages parce que le logement, ben, il s'additionne. Donc, il y a une vision écologique parce qu'effectivement, il y a une sensibilité de l'État québécois sur la performance énergétique de nos bâtiments. Il y a une réalité économique que je viens de vous décrire. Bon. Cela étant dit, on a un projet de loi déposé. Et c'est un projet de loi qui est venu dire que les propriétaires du bâtiment sont assujettis et précisément, dans la loi, on vient préciser que lorsqu'on parle de copropriétaire, on vise les syndicats de copropriété et chaque copropriétaire individuellement. Je veux quand même vous rappeler pour nos éditeurs ce soir qu'on vient de créer une obligation à une personne morale qui est créée par la publication d'une déclaration de propriété, l'obligation de colliger de l'information, de colliger des informations qui n'est pas sur son contrôle. On rappelle toujours que généralement, à 98 le syndicat n'est pas propriétaire d'un actif. Bon, certes, il arrive des fois qu'il peut être propriétaire d'un appartement pour loger le concierge, mais globalement, il n'est pas consommateur électrique sur les parties privatives. Il l'est parfois, évidemment, assurément, sur les parties communes, mais ce n'est pas là que forcément toute l'énergie se consomme. Donc, on vient de créer une obligation pour colliger et déclarer les renseignements relatifs à la consommation énergétique du bâtiment. Bon, ça, c'est la loi qui le prévoit. On va également donner une cote de performance environnementale au bâtiment qui va devoir éventuellement être affichée. Donc, quand vous allez voir votre tente qui demeure dans une copropriété, vous risquez un jour de voir la cote. Alors, ça va être le guide Michelin, mais de l'environnement. Alors, on va voir des étoiles, mais peut-être des étoiles qu'on ne voudrait peut-être pas trop voir, mais on va voir éventuellement des étoiles. Et le gouvernement s'est donné le pouvoir d'adopter des règlements, ce qui n'est pas encore fait, pour déterminer les bâtiments devant obtenir une cote de performance environnementale. On va également, par règlement, établir des méthodes de calcul pour l'attribution de la cote et fixer des normes de performance environnementale pour la construction, la rénovation et la démolition des bâtiments. On glisse tranquillement vers le système français, de façon peut-être un peu moins agressive, mais tranquillement. En date d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore utilisé son pouvoir réglementaire. Puis moi, nous autres, au niveau du RGCQ, on va suivre ça attentivement, très attentivement. Et également, on prévoit la tenue d'un registre public de performance environnementale des bâtiments du ministre, ainsi que l'obligation d'affichage de divulgation de la cote des propriétaires d'un bâtiment. Et les distributeurs d'énergie, pensons notamment à Hydro-Québec, doivent élaborer et administrer une plateforme numérique leur permettant de transférer à un propriétaire des renseignements relatifs à la consommation énergétique d'un bâtiment. Bon. Alors, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est en train de créer une obligation à des syndicats de colliger une information pour laquelle ils n'ont pas de contrôle. Et on est en train de leur demander de colliger une information pour laquelle ils n'ont pas de pouvoir coercitif. Si Valérie Couture de l'appartement 302 décide de ne pas donner sa consommation énergétique, le syndicat n'a aucun pouvoir de forcer. Toutefois, au Québec, on sait que la réalité n'est pas du tout celle de la France. Essentiellement, la majorité des bâtiments ont comme source d'énergie l'hydroélectricité.
on a, bon, je ne sais pas qu'il n'y en a pas qui sont au gaz, mais on sait que c'est la source majeure. Donc, techniquement parlant, Hydro-Québec peut vous dire ce soir ce que vous consommez. Peut vous dire que ma maison, à tel endroit, consomme tant. Alors là, il y a une réflexion à avoir. Est-ce qu'on donne ce fardeau-là à des administrateurs alors que l'information, elle est déjà existante? Donc, on est évidemment, puis c'est pour ça que le RGSQ va être impliqué là, dans la suite des choses sur le projet de loi 41. On a déjà commencé de façon, sans dire de fond, commencé à discuter avec les gens d'Hydro-Québec. On va travailler relativement à ce règlement à devenir parce que c'est un phénomène qu'on ne pourra pas on ne pourra pas dire, ben, on l'oublie, là. Il fait partie du carnet de commandes de l'État québécois. Mais Maître Jolicoeur, si on parle, ben, j'ai une petite question juste en ce sens où chaque bâtiment va avoir une cote de performance. Alors, est-ce que ça va venir avec le reste que le syndicat doit informer un futur acquéreur de la cote du bâtiment, etc., dans ce genre de processus-là? Et un éventuel acheteur qui voit une cote moins bonne peut indiquer des travaux peut-être à faire, travaux coûteux, investissement d'argent et tout. Donc ça vient jouer. Et qu'en est-il si les gens ne respectent pas la déclaration obligatoire? On a peut-être la prochaine diapositive, si on peut peut-être la Oui, présenter. On a il y a des on va juste- sanctions administratives et pénales. bon, les amendes de 1 000 quiconque fait défaut de déclarer au ministère des renseignements privés l'article 4. Ensuite, au ministère, le Code de performance environnementale, d'afficher et de divulguer la Code de performance environnementale. Amende de 3 000 à 600 000 à quiconque contrevient de déclarer au ministère de l'Enseignement les prévus de l'article 4. Ensuite, au ministère de la Code de performance environnementale, d'afficher ou de divulguer la Code de performance environnementale. Bon. Alors là, on a déjà la loi sur la protection des renseignements personnels qui ont des amendes salées. Oui. On vient de s'en créer une autre, là. On vient de se créer une autre strate. L'objectif de notre web radio ce soir, c'est de vous sensibiliser à ce qui s'en vient. Donc, pas que quand ça va sortir, le règlement final va être. Bon, maintenant, il faut comprendre qu'un acheteur d'un appartement, par exemple, à Québec, voire à Rimouski en copropriété, il va vouloir, dans un avenir, lorsque tout ça va être en vigueur, connaître la cote. Alors, vous imaginez qu'on a une attestation sur l'état de la copropriété sur 1068.1 du Code civil qui va sortir cette année, présentement cette Incessamment. année avec le règlement. Et là, on va devoir ajouter d'autres informations, notamment sur la performance environnementale des bâtiments. Évidemment, c'est choquant. C'est choquant parce que les administrateurs, c'est généralement des bénévoles, Valérie. Vous savez, c'est des Oui. gens qui en demandent de plus en plus. Ce qui nous trouble un peu, c'est que la donnée, elle existe en grande partie entre les mains du Québec. Puis on nous demande de donner une information, d'être un relais, comme syndicat pour lequel on n'a pas de capacité coercitive. L'État est conscient. Là. Actuellement, là, ils sont conscients de cette réalité-là. Puis nous, au niveau du RGC, on va essayer d'éviter qu'il y ait des amendes qui sortent éventuellement de cette loi parce que, faute de savoir, les administrateurs ne sauront pas faire. Alors que, peut-être que ça, vous répondrez à ma question, alors que dans le fond, en France, c'est pas le syndic qui doit colliger l'information, c'est le copropriétaire, c'est ça? Ça, je me trompe, à moi que je me trompe. Non, 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 c'est tout à fait ça, oui. C'est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment la difficulté qu'on a en France, contrairement à vous, on en parlait cet après-midi ensemble, c'est que le syndic, c'est l'organe exécutif. Donc lui, il va exécuter, il a un devoir de conseil, mais il va exécuter les décisions que prendront les copropriétaires. Donc c'est sûr que si les copropriétaires ne maîtrisent pas, donc ne comprennent pas les enjeux et les réglementations qui sont les nôtres, évidemment, c'est extrêmement... Et les outils dont on n'a pas encore parlé, mais le plan pluriel de travaux, le fonds de travaux, tout ça, c'est des outils très, très intéressants, mais qu'il faut absolument faire preuve de pédagogie pour leur faire prendre conscience de tout ça.
Ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. On considère qu'il y a à peu près 60% il y a une étude intéressante de l'ANA qui a montré qu'il y a 60% des copropriétaires qui sont complètement perdus, enfin, vous voyez, qui sont dans le flou, qui comprennent pas les mesures, qui savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce que c'est obligatoire. Et sachant que, pour finir, contrairement à vous, nous, on a très peu de sanctions. À part ces interdictions dont on parlait tout à l'heure, mais toutes les obligations, on a très très peu de sanctions qui sont prévues. Donc forcément, c'est moins. Il serait peut-être intéressant, si vous me permettez, de peut-être parler justement là, du diagnostic, du fonds de travaux. Peut-être que pour notre auditoire ce soir, ce serait intéressant de nous en glisser mot. Alors, si je reprends, parce que pour garder un petit peu un fil conducteur pour que tout le monde puisse nous suivre, si on repart sur la loi climat et résilience, tout à l'heure, on a évoqué donc l'interdiction de louer et l'augmentation de loyer, mais ça, c'est que c'est un tout petit pourcentage de la loi climat et résilience. On a aussi, alors je vais essayer de faire simple, des outils. Voilà, que le législateur français a essayé de mettre en place. On peut critiquer, mais il faut essayer de trouver des solutions. Donc, notamment des outils de diagnostic, comme l'audit énergétique, par exemple, qui va être obligatoire, toujours cette loi climat et résilience, en fonction, toujours dans un calendrier, comme on l'a vu. 2023, par exemple, donc tous les vendeurs, toutes les personnes qui voudront vendre un logement. Alors attention, on n'est pas en copropriété là, pour l'instant on est encore sur la monopropriété, mais par exemple, il y aura un audit énergétique qui sera obligatoire depuis 2023 pour les logements F et G, donc nos passoires énergétiques dont on parlait tout à l'heure, 2025 pour eux, donc c'est aujourd'hui, et 2034 pour D, donc déjà. Suite à cet audit énergétique, au moins on aura des informations plus précises qu'avec le DPE, parce que le DPE, vous avez compris, on a consommation, émission de CO2 et consommation énergétique. L'audit énergétique va venir nous apporter des informations plus techniques, plus complètes sur l'état du bâtiment dans sa globalité. Ensuite, pour continuer, on a le DPE, donc qui va être obligatoire pour tous les bâtiments d'habitation dont le permis a été délivré avant le 1er janvier 2013. Donc déjà, comme ça, tous les bâtiments seront concernés et au plus tard, ça sera 2026 pour toutes les copropriétés. Et avant d'arriver au fonds de travaux, on a aussi un magnifique outil qui va avec le DPE, parce que c'est vrai que le DPE tout seul, l'audit énergétique tout seul, pas très. Enfin, vous voyez, ça donne un bilan, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, on a mis en place le plan pluriannuel de travaux. Donc, le plan pluriannuel de travaux, c'est donc l'idée, c'est d'organiser, de se projeter grâce à ce DPE collectif ou l'audit énergétique ou je ne vous en ai pas parlé aussi du diagnostic technique global, qui est vraiment un diagnostic très complet sur l'état du bâtiment, je vous dis, sur sa consommation, sur les éventuels travaux qu'il y aurait à faire. Alors, pas que les travaux d'économie d'énergie, ce qui est assez rassurant pour moi, je trouve. On a aussi tout ce qui va être travaux de sauvegarde, de sécurité, voilà, l'état global du bâtiment, mais aussi, c'est ce qui nous intéresse ce soir, les travaux d'économie d'énergie. Donc, grâce à ces outils d'investigation, le DTG, le DPE et l'audit énergétique, eh bien, on va mettre en place, on a l'obligation de mettre en place le plan pluriannuel de travaux, qui va être tout simplement des propositions de travaux qui vont être proposées aux copropriétaires. Évidemment, toujours en France, le problème de voter ça en assemblée générale. Évidemment, c'est les propriétaires qui décideront. Et c'est là le problème, je trouve, un des problèmes qu'on va avoir, c'est qu'ils peuvent décider de ne pas voter ces travaux. Évidemment, on va leur dire, votre immeuble, il y a ça, ça, ça qui ne va pas. Pour répondre aux exigences européennes, il faudrait faire ça, 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 changer les fenêtres, changer le système de chauffage, isoler la toiture, tout ce que vous voulez, la façade. Mais ils peuvent dire non. Voilà, on va mettre ça, le syndic va devoir mettre la proposition de plan pluriannuel de travaux à l'ordre du jour, avec des préconisations, avec un projet, mais la copropriété peut dire non. Donc, s'ils disent non, ben voilà, on a respecté, si vous voulez, en l'état actuel, l'obligation qui est faite au syndic de mettre à l'ordre du jour, mais on n'aura pas avancé sur notre problématique de faire des travaux. Et puis, c'est une grosse différence, Christelle, avec le Québec. C'est une grosse différence avec le Québec là-dessus. C'est exactement.
Alors, puis vous avez dit tantôt que je pense 60% des gens ne comprennent pas bien C'est la ça. COP. Hum, Donc, on leur demande quasiment de se prononcer c'est sur quelque ça. chose qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils votent non parce que ça va coûter des sous. C'est ça, mais c'est exactement ça, hein. Et alors si on met en plus là-dessus l'autre, parce que là on a parlé de, enfin rapidement, hein, mais je vous ai présenté rapidement les éléments qui permettent de faire voilà l'audit, et puis le plan pluriannuel de travaux. Et on en parlait tout à l'heure, là-dessus on a greffé bien le fonds de travaux, dont on pourra, vous avez le fonds de prévoyance, qui porte très bien son nom. D'ailleurs, je regrette que, parce qu'au départ, au départ de la loi Allure, quand on regarde les débats parlementaires, ils voulaient l'appeler le fonds de prévoyance. Et ils l'ont fini par l'appeler le fonds de travaux. Et on pense comprendre pourquoi, parce que c'est pas du tout un fonds de prévoyance, c'est vraiment un fonds de travaux. Alors, 2 mots sur le fonds de travaux, si vous voulez. C'est quelque chose qui est venu remplacer, alors ça ne date pas de 2014, le fonds de travaux, enfin le fonds de travaux, oui, mais avant, on avait déjà en France ce qu'on appelait des provisions pour travaux. Donc, alors ça n'avait rien à voir avec le fonds de travaux pour plusieurs raisons. C'est déjà que, en fait, c'était une avance. Alors en France, une avance, il faut savoir que c'est quelque chose que le copropriétaire vendeur va récupérer quand il s'en va déjà. Donc, grosse différence avec le fonds de travaux. Deuxième chose, c'était absolument pas obligatoire. Donc, c'était si les copropriétaires le souhaitaient. Bref, autant vous dire que, voilà, pour la faire courte, ça n'a pas marché. Donc, en 2014, la loi Allure a obligé la mise en place d'un fonds de travaux pour, alors je vous la fais courte, mais la loi climat et résilience est passée par là. Bref, aujourd'hui, toutes les copropriétés, toutes à destination totale ou partielle d'habitation, peu importe le nombre de lots, peu importe, même si le DTG a dit qu'il ne fallait pas faire de travaux, ont l'obligation de mettre en place un fonds de travaux si elles ont plus de 10 ans. Alors, on pourrait se dire, chouette, c'est une bonne idée. Le problème, c'est, vous le savez, c'est le taux qui est ridicule, 5%. Donc, on a 2 seuils. Et après, je vous laisserai la parole. 5%, soit 5% du budget prévisionnel. Voilà. Soit, si on a mis un plan pluriannuel de travaux, 2,5% de ce plan. Et c'est le taux le plus élevé des deux. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, 1 000 euros de budget prévisionnel, ça fait 50 euros. Super, on est content. Et si vous avez un plan pluriannuel de travaux qui prévoit 10 000 euros de travaux, vous prendrez 2,5% de 10 000 euros. Et donc, ça sera ce montant-là que vous devrez avoir en fonds de travaux. Mais c'est très bas. Ben oui. Beaucoup trop bas. Les chiffres ressemblent à ce qu'on avait au Québec, le 5%. On entend les deux, le même pourcentage. Maître Jolicoeur, vous vouliez ajouter quelque chose? On peut peut-être quand même faire le constat parce qu'en France, on a tendance à avoir des acronymes. Alors, lorsqu'on parle de l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitation, à moins que je me trompe, là, qui est un organisme qui chapeaute. On a des diagnostics aussi qui sont faits par des gens qualifiés pour faire ce type de diagnostic. Donc, en France, c'est un véritable métier qui s'est développé autour de ces mesures législatives. Comme c'est d'ailleurs en train de se faire au point de vue auprès des études de fonds de croyance qui sont en devenir sur le projet de loi 16, mais l'État va devoir éventuellement réguler la question de la performance énergétique des bâtiments. On est actuellement dans des gestes timides. Alors, je pense que c'est intéressant ce qui apparaît à l'écran. Malheureusement, mes yeux sont moins bons ce soir. Peut-être, Valérie, de nous décliner ce qui apparaît à l'écran. Oui, en fait, on parle des aperçus des intentions réglementaires. Donc, le marché ciblé, les institutionnels, il y a les très grands bâtiments et on parle des chiffres à côté, c'est l'estimation du nombre de bâtiments visés. Donc, l'institutionnel, environ 12 000. Les très grands bâtiments, on parle d'à peu près 150 unités et plus. Donc, à Montréal, ça touche vraiment au niveau du centre-ville. 1000 bâtiments. Les grands bâtiments, donc, on en retrouve 3500 et on parle de 50 unités de logement et plus. Et les moyens bâtiments qui sont en raison d'une quantité d'à peu près 9000 pour environ de 25 à 49 unités de logement. Donc là-dessus, on commence à 25 parce qu'une grosse quantité, il ne faut pas oublier que
au Québec, on a quand même une très grande majorité de syndicats de copropriété qui sont en petite quantité d'unités. Alors, ça nous amène, dans le fond, dans le monde de la copropriété, lorsqu'on voit ce mouvement-là se poser la question sur le carnet d'entretien qui va être paramétré par le projet de loi 16, est-ce qu'on doit, dès à présent, commencer à réfléchir, nous, comme conseil d'administration, sur cette question-là des carnets d'entretien? Est-ce qu'on doit commencer à réfléchir sur de commencer à mesurer la performance énergétique? Moi, je pense que oui. Je pense que ceux qui font des carnets d'entretien vont devoir commencer à réfléchir à la chose pour qu'on puisse éventuellement se parer à une mesure législative plus agressive de la part du gouvernement. Maintenant, on a dans le chat, M. Cournoyer, puis je vais quand même le souligner, bonsoir M. Oui. Cournoyer, on nous dit bonjour à Montréal, nous avons cette obligation depuis l'an dernier. Nous la remplissons par l'entremise de la plateforme Energy-Star Portfolio Manager. Il y a une connexion directe entre Hydro-Québec Énergie et cette plateforme pour que les infos sur la consommation des parties communes et des parties privatives de façon agrégée pour la confidentialité soient corrigées dans un rapport qu'on doit ensuite soumettre à la Ville de Montréal. Mais merci, M. Cournoyer, de souligner ça. Ce qui nous amène peut-être à présenter la diapositive sur la réglementation municipale de Montréal. Bon. Le 21042 de la Ville de Montréal. Oui. Donc, ici, Montréal a une volonté, évidemment, de réduire les gaz à effet de serre. Et ce règlement-là, on vise les syndicats de copropriétaires. On a une divulgation obligatoire, c'est en vigueur, hein, des propriétaires des grands bâtiments, des émissions de gaz à effet de serre générées par la consommation énergétique de leurs bâtiments, attribution d'une cote de performance des émissions de gaz à effet de serre au bâtiment. Le règlement s'applique aux bâtiments de 2000 m² et plus, aux bâtiments comptant 25 logements et plus, aux bâtiments déterminés par le comité exécutif. Il y a des sanctions dans le cadre réglementaire, sanctions pénales prévues en cas de manquement au règlement. Les sanctions applicables aux syndicats sont des amendes de 1 000 à 4 000 $. Alors, on a produit, Valérie, je pense qu'il y a 2 ans, une fiche, une actualité là-dessus. J'aimerais ça qu'on puisse la présenter à l'écran, ce qu'on va donner le 2023, oui. Oui, 2023. Est-ce qu'on est capable... Maître ouais. Jolicoeur, pendant que on attend peut-être si Gabriel ou Lanceny peuvent nous mettre à l'écran la fiche pratique de 2023. Il y a une question pour Mme Gattaz de Mme Sonia Théolis. Est-ce que, Mme Gattaz, vous avez remarqué que les gestionnaires immobiliers en France jouent un rôle décisif dans la transition énergétique? Pensez-vous que ce modèle pourrait être appliqué dans un contexte québécois? C'est une très bonne question. Alors, avant d'être enseignante, j'ai été gestionnaire de copropriété pendant 15 ans. Donc, c'est peut-être avec les 2 casquettes que je vais répondre à cette question, qui fait beaucoup débat en France parce que, alors je ne vais pas parler parce que ce n'est pas l'objet de l'image du syndic professionnel en France, chose que vous n'avez pas vous. Mais c'est vrai que non, mais il y a des vraies discussions, des vrais débats de fond de savoir, mais en tout état de cause, sur la réglementation, comme je vous le disais tout à l'heure, le syndic, il a une obligation d'information et de conseil, point. Ce n'est pas le syndic qui va prendre des décisions. Par contre, comme je vous le disais, le vrai problème, c'est que les copropriétaires, et c'est normal, chacun son métier, sont perdus. Enfin, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai balancé des PTT, des audits, des DPE. Ah, vous avez peut-être pas tout compris, et ben eux non plus, et en plus ça change tout le temps. Donc le syndic, pour ma part, il a un vrai rôle, non pas d'imposer comme vous pouvez le faire avec le conseil d'administration, mais de pédagogie, de conseil, d'information. Alors on n'a même pas encore parlé de subventions, parce qu'en France on a quand même le bâton, mais on a aussi des subventions. Voilà, ça c'est un vrai travail que le syndic doit absolument faire alors après, est-ce que je serais bien embêtée pour vous répondre, est-ce que vu que vous n'avez pas de syndic,
Enfin, vous voyez, je ne sais pas si les gestionnaires, vous serez peut-être mieux placés pour répondre, Madame Couture, pour savoir si les gestionnaires ici ont ce même rôle de pédagogie ou est-ce que vous avez des pouvoirs plus pour convaincre? Parce que nous, à part essayer de les conseiller, vous voyez, de leur dire attention, voilà, regardez, vous allez plus pouvoir louer, regardez, vous avez une surcharge parce qu'on dépense trop de fioul ou de gaz ou ce que vous voulez. Voilà, à part ça, le syndic, il ne peut pas faire de miracle. Hein. Ben, de ce côté-là, c'est un peu pareil ici sur le bout de que le gestionnaire doit conseiller le conseil d'administration, mais c'est quand même ici, c'est le conseil d'administration qui prend les décisions, qui présente les résultats de ses actions durant l'année à son assemblée générale. Mais nous, la différence, c'est vous, l'assemblée générale a beaucoup plus de pouvoir, les copropriétaires, que nous. Mais la question est très, très bonne. Mais vous avez parlé un mot qu'on voulait parler, Maître Jolicoeur, des subventions. Il y a des projets, il y a des produits, je ne veux pas dire des projets, mais il y a des produits. Puis je soulignerais qu'on a eu Maître Jolicoeur, M. François Baron d'Hydro-Québec qui vous a beaucoup aidé sur la préparation de la web radio Ouais. ou d'autres projets, là, mais qui nous dirige vers deux liens importants. On va les publier, fait qu'inquiétez-vous pas les auditeurs et auditrices, là, mais le projet Logivert et solutions efficaces qui peuvent aider les multirésidentiels. Donc, on mettra les liens là, pour ces deux choses-là. Ils sont aussi les liens sur la fiche pratique de la copropriété, c'est-à-dire la fiche pratique sur la performance énergétique. Il y a des liens dans le bas, contribution d'Hydro-Québec. Alors, on vous invite à aller sur ça. On a une diapositive, Madame Couture, là, justement, là, qu'on pourrait peut-être mettre à l'écran. Mais en attendant, je vais quand même faire un commentaire. On a, depuis des années, nous, en ce qu'on va parler du Québec, parce que c'est évidemment notre réalité quotidienne, des réactions de tiers qui sont venus, dans le fond, venir dire, écoutez, la performance de gestion, la performance des fonds de croyance, vous n'êtes pas au rendez-vous. Nous, on va se désintéresser. Et les premiers acteurs qu'on a commencé à connaître, ce sont les assureurs. On a commencé à connaître des vagues où les immeubles étaient plus assurables, où on devait aller sur les marchés secondaires parce qu'on gérait mal le risque sur le maintien d'actifs, posé vraiment par des mauvaises constructions de bâtiments, mais également causé aussi par des défauts d'entretien. Ça, on a commencé, le premier son de cloche, c'était l'assureur. Mais là, actuellement, le second son de cloche, il vient maintenant des prêteurs. Il y a deux prêteurs majeurs au Québec qui ne financent plus les copropriétés qui n'ont pas de fonds de prévoyance. On en a des copropriétés qui n'en ont pas. Moi, je pense qu'avec les phénomènes qu'on a connus à Surfside en Floride, l'effondrement d'une tour d'habitation, des effondrements de bâtiments, notamment en France, où il y a eu des décès, on a eu des pertes de vie dans certains immeubles, que des acteurs périphériques à la copropriété vont commencer à s'y intéresser. Un immeuble pas performant en termes énergétiques, un immeuble qui sera un jour coté, en fait la mauvaise cote, bien, ça risque de déprécier la valeur marchande de ces unités-là. Et immanquablement, c'est le financement hypothécaire, immanquablement, c'est l'assurance aussi, qui sont dans le fond les deux grands acteurs en termes économiques de la pérennité de ce parc-là. Alors, je ne veux pas être prophète de malheur. Et vous savez, Mme Couture, lorsque j'ai écrit l'ouvrage sur les copropriétés en difficulté avec Maître Brand, il y a à peu près une quinzaine d'années, à l'époque, on me disait que j'étais un alarmiste. Là, aujourd'hui, cet ouvrage-là me dit que je suis un visionnaire. Là, ce soir, on va me dire que je suis un alarmiste quand je dis que ça va avoir un impact sur le financement des unités d'habitation. Moi, j'en suis convaincu. Je forme annuellement des milliers de courtiers immobiliers sur la transaction condo. Je rétroagis avec eux. La réflexion est de plus en plus poussée de la part des acheteurs. On va commencer à regarder la performance énergétique. On va commencer à regarder la performance dans la gestion des immeubles Les maîtres avant Jolicoeur, d'acheter. ce que vous avez oublié, c'est que vous avez justement participé cette semaine à un article de la presse sur Oui. le fonds de prévoyance mal financé ou quasi inexistant qui a fait perdre de la valeur. Alors, ça vient en lien tout à fait avec ce que vous venez de dire dans la presse. On invite les gens à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, mais tout à fait. Puis, il faut performer, il faut se tenir à jour. Puis, on a des gens dans les questions ou le chat
qui disent qu'on en remet sur le dos des administrateurs, bien, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui va faire ce travail-là de colliger l'information, de la transmettre, et tout ça. Puis on apprécie toujours le travail colossal que les administrateurs réalisent durant leur mandat. On a M. Thibault qui dit que ça fait 14 ans qu'il pense à démissionner puisque c'est toujours en augmentant. On comprend la chose, mais malheureusement, ça passe par des nouveautés comme ça qu'il faut absolument pour amener peut-être des travaux mieux planifiés pour améliorer la condition du bâti, tout ça. Mais c'est sûr que ça vient avec des coûts, naturellement. Maître Jolicoeur, je m'excuse, je vous avais coupé la parole, puis c'est pas poli, mais Non, je non, voulais mais vous écouter sur l'article c'est tantôt. juste pour dire qu'on est dans une zone de changement de culture sur la copropriété. Vous savez, cette année, je vais avoir, puis c'est un peu triste, 42 ans de barreau. Ça fait des 4 décennies comme avocat. Alors, vous avez une petite idée où j'en suis rendu dans ma vie. Et vous savez, j'ai des enfants, j'ai 4 belles petites filles, j'ai des petits-enfants. Puis aujourd'hui, il faut avoir une vision de demain, pas juste une vision où on se regarde le nombril en disant, ah, écoute, mon actif. Il faut se dire que tout ce parc immobilier-là, il va abriter dans 20 ans, 50 ans du monde. On ne connaît pas aujourd'hui. Puis il faut s'y intéresser. Il ne faut pas avoir une vision égocentrique de son bien. Il faut dire, moi, là, actuellement, j'ai un actif. C'est mon patrimoine, mais c'est le patrimoine de d'autres. Il faut que je m'assure qu'il soit performant. Et immanquablement, que ce soit sur le maintien d'actifs, que ce soit sur l'entretien, sur le cas d'entretien, sur la provision pour travaux futurs, d'avoir une vision de dire, ben, moi, là, je profite de l'actif immobilier aujourd'hui comme copropriétaire. J'en profite, mais suis-je prêt à payer la vétusté progressive du bâtiment pendant que je suis propriétaire? Ben, malheureusement, ça ne fonctionne pas sur une base volontaire. Le législateur a forcé l'obligation d'avoir des fonds de prévoyance. Le législateur va vous forcer à avoir une meilleure performance énergétique. Je regarde des commentaires actuellement sur le chat, notamment on parle de Grigny, Grigny qui est une Oui. très grosse copropriété de mémoire, je pense, en région de Versailles. Il y a des expériences, il y a des vécus en France qui ont fait en sorte que des réflexions ont dû se faire. On n'est pas encore rendu là. Vous savez qu'en Belgique, ils ont développé des produits de financement pour les copropriétés, ce qu'on n'a pas trop au Québec quand on veut faire des grands travaux. Il va falloir réinventer notre vision de ce que c'est le logement collectif en copropriété. Et immanquablement, il faut que la copropriété performe parce que c'est la seule façon de densifier le territoire en propriété. Sinon, on va tous devenir des locataires. Je pense que si on cite notre ancien premier ministre René Lévesque, qui ne souhaitait surtout pas qu'on redevienne un peuple de locataires, mais il faut se prendre en charge. Ce soir, on a une web radio qui n'est pas très sexy. C'est quand on a choisi, Valérie, ce sujet-là, on dit, on va parler de la performance énergétique des bâtiments. C'est quoi l'auditoire? Qu'est-ce que les gens on a à cirer par... Ben, c'est parce qu'il faut avoir une vision plus large de ce bâtiment collectif pour que nos enfants, petits-enfants, profitent de cet actif immobilier, qu'il soit périn dans le temps. Puis il faut également être conscient que la population s'accroît, que la capacité énergétique ne pourra pas suivre l'accroissement de la population si on ne revoit pas nos façons de faire. La ville de Montréal a une vision, justement, de devenir carboneutre, de faire en sorte que Montréal, qui est une métropole importante en Amérique du Nord, en soit un exemple. Et je dois saluer les élus municipaux qui font des mesures qui ne sont pas forcément très Politique. sympathiques. Non. Ils ne sont pas sympathiques, mais il faut immanquablement y réfléchir pour trouver des solutions. Mais on sait très bien que ce soit en Europe ou au Québec, c'est que si on est rendu à mettre des lois comme ça, des obligations comme ça, ben forcément, il y a un début de quelque chose de bien à quelque part. Puis on comprend encore une fois, nos syndicats de copropriétaires en ont beaucoup au Québec en même temps. Dans les dernières années, parce qu'on a été longtemps sans bouger. Ça avait bougé en 94, on avait bougé un petit peu en 2018, puis 2020, là. Fait que tout ça est rapproché.
on comprend, c'est choquant dans le sens, ça donne un choc aux administrateurs et aux copropriétaires parce que, ben, écoutez, ça augmente les coûts de charges communes. Et puis, cependant, il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire et essayer de ramener justement la copropriété puis de continuer de la valoriser parce que on n'a pas le choix. Vous l'avez dit, Maître Jolicoeur, avec ce qui se passe à l'extérieur, les feux et les inondations, il faut s'occuper de notre planète. Et puis, ça commence par des fois au peuple de se relever les manches, là. Il faut absolument comprendre ça. Je vous laisserai aussi, Maître Jolicoeur, il nous reste 5 minutes, ou Christelle, si vous avez des choses à rajouter, parce qu'on a eu quand même beaucoup de messages qui sont des gens qui disent que ça va être lourd et tout. Maître Jolicoeur, on ne panique pas avec ça. On a monsieur qui nous a dit qu'il y a un lien possible, on va pouvoir le publier, tout ça. Mais moi, je pense qu'actuellement, on doit commencer à réfléchir sur des produits de financement. Moi, à chaque année, je vais au Salon de la Côte de Paris à Porte-de-Versailles pour voir un peu les nouveautés. Il y a des produits de financement adaptés à la copropriété qui se sont développés. Et si il y en a, on a certaines banques là, qui ont commencé à réfléchir à ces choses, mais il n'y a rien d'ordonnancé. Je pense qu'il va falloir éventuellement devoir à trouver le financement requis parce qu'on ne peut pas demander à un copropriétaire de la 5e génération de mettre dans la caisse les sommes qui auraient dû être mises par les 4 premières générations de copropriétaires. Ils ont acheté de bonne foi, ils n'ont pas forcément la capacité d'y faire face. Par contre, il faut savoir que la valeur du foncier s'est appréciée de façon considérable dans les dernières années. L'investissement en copropriété est un bon investissement. La transaction condo est une des plus actives. Les statistiques sont sorties de l'Association des courtiers immobiliers où il se vend de plus en plus d'appartements en copropriété. Donc, c'est considéré par les Québécois comme une valeur refuge intéressante. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut commencer à pousser les états de réflexion. Je pense qu'il faut également être prêt à investir dans le patrimoine immobilier que nous avons. Moi, je donne toujours l'exemple d'un régime d'épargne retraite où on connaît ça au Québec. On demande à un jeune homme ou une jeune femme de 25 ans de mettre 10 000 dans leur régime d'épargne retraite. Écoutez, il ne voit pas le bout là, du 10 000 pour que dans 40 ans, je puisse prendre ma retraite. Ben voyons donc. Mais c'est la même réalité en copropriété. Quand on dit aux copropriétaires, ben, vous devez mettre 50 000 d'appel de charges particulier cette année, ben voyons donc. Alors, il y a un travail important de pédagogie de la part des gestionnaires que vous êtes, Mme Couture, et également de ceux qui pratiquent le droit, pour justement expliquer aux gens que investir dans l'immeuble, ce n'est pas une dépense, c'est de l'investissement. On met de l'argent, mais on assure une pérennité de bâtiment. Et vous savez, avec le projet de loi 16, et ça va rentrer en vigueur cette année, vous avez un article, l'article 1068.1 du Code civil du Québec, qui va obliger les administrateurs de condos de produire à quelqu'un qui veut vendre son appartement une attestation sur l'état de la copropriété. Dans bien des immeubles, ça va sortir du sac. Ouais. Ceux qui n'ont pas de gouvernance sont mal gérés, ben, la valeur du foncier, puis c'est ce que j'expliquais dans l'entrevue que j'ai donnée à la presse, puis la Cogeco à une radio, ben là, ceux qui vont être bien gérés vont avoir, dans le fond, le bénéfice d'une bonne gouvernance. Ceux qui sont mal gérés ou qui se cachent de leurs responsabilités vont payer le prix. Puis la question de la performance énergétique, ben, ça s'en vient, ça aussi. Tout à fait. Bien, Maître Jolicoeur, ça serait quasiment notre mot de la fin, puisque il est 20 heures. Écoutez, on le savait, Maître Jolicoeur l'a dit, on trouvait que c'était un dossier costaud à vous présenter ce soir. Mais on voulait juste mettre en perspective et on est très chanceux d'avoir Christelle avec nous pour nous avoir présenté le volet français par rapport au volet québécois. Donc, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Condo Légal, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est toujours précieux que vous soyez là pour nous poser des questions, nous écouter et on espère que ça amène des petites améliorations dans votre quotidien sur la gestion ou la vie dans votre copropriété. Christelle, merci encore pour ta présence ce Merci à vous. soir.
Merci, Merci Maître à vous. Jolicoeur. Merci beaucoup d'être avec nous encore ce soir. Merci à l'ESPI d'avoir été le commanditaire de la soirée. Merci aussi au RGCQ qui est toujours le commanditaire pour le support technologique. Et on se voit très prochainement. Oui, je voulais remercier Laurence Boivin, qui est une jeune étudiante en droit chez Dunton Rainville, qui rapidement a sauté à pieds joints dans la préparation du résumé qu'on a pu vous présenter. Merci beaucoup, Laurence, de ton travail. C'était clair, c'était clean, facile à comprendre. Et on vous invite à consulter. On a fait 2 ou 3 fiches pratiques sur ça, dont une plus vieille en 2023, mais il y a des chiffres importants que vous allez voir entre la France et le Québec pour les quantités, la quantité de copropriété, etc., etc. Le RGCQ, on vous invite, une formation qui s'en vient au mois de mars, si je vois bien. Donc, allez voir sur le site du RGCQ, Condo 101, ça peut aider soit vous comme copropriétaire ou votre conseil d'administration. Vous avez aussi vous pouvez scanner le code QR et vous pouvez voir aussi nos web radios précédentes en les revisitant. Et suivez-nous sur LinkedIn, naturellement, sur Facebook, tous les médias sociaux. Écoutez, on est rendu, Maître Jolicoeur, à 42 000 membres sur Condo Légal. Un peu plus, un peu plus, 44 303 membres ce soir. Donc, on aimerait bien ça arriver à 45 000 très rapidement. C'est Et ça, on vous peut-être invite. 50. Ben oui, c'est ça, absolument. Il n'y a pas de limite. Le chiffre peut continuer de grandir. Plus on a de membres, plus on éduque les gens, puis on les aide dans leur quotidien. Notre prochaine web radio sur les façades en copropriété, mes invités restent à définir, mais je serai, c'est certain, accompagnée d'une collègue, Danielle McPherson de Gestion, qui va être avec nous. Il nous reste à avoir le professionnel en façade et on sera là le 29 janvier. Ça va être très intéressant parce que c'est un peu en lien avec la boucle qu'on faisait ce soir. Donc, merci encore et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Bon retour. Bonne soirée à tous. Au revoir.